Je m'appelle Amélie Leclerc, et pendant la majeure partie de ma trentaine, ma vie a été des plus tranquilles, vécue dans les treintes douces et humides de Bordeaux, au cœur de la Gironde. Je suis archiviste, pour être précise, aux archives de Bordeaux Métropole, un service financé par la ville. Mes journées se passent dans la compagnie feutrée de lettres oubliées et de photographies jaunies, mes mains préservant avec soin les murmures du passé. C'est un monde imprégné de l'odeur du vieux papier et de la cire d'abeille, un monde que j'ai délibérément choisi pour son calme et sa substance. Ma famille, cependant, a toujours considéré ma vie comme une histoire à laquelle il manquait un chapitre crucial, celui de l'ambition. Mon père, Alain, est un homme qui bâtit son monde en béton et en verre, un promoteur immobilier qui mesure le succès en mètres carrés et en marge bénéficiaire. Pour lui, mon salaire, un modeste 30 000 € par an, n'était pas un gagne-pain mais un échec poli. Ma sœur cadette, Chloé, a appris très tôt que le chemin vers l'approbation de notre père était pavé de paillettes et de rapidité. Elle travaillait dans la vente de luxe dans le Triangle d'Or, sa vie une collection soigneusement organisée de marques de créateurs et de brunchs branchés, chaque succès étant un contraste frappant avec mon apparente immobilité. Depuis 15 ans, depuis que j'avais choisi un diplôme en archivistique plutôt qu'en école de commerce, j'étais la déception silencieuse de la famille. Amélie et ses vieux grimoires, disait père avec un soupir lors des dîners de famille, une déclaration qui était à la fois un résumé et un verdict. Chloé offrait un petit sourire compatissant, du genre de ceux destinés à adoucir le coup mais qui ne faisait qu'en aiguiser le tranchant. J'ai appris à absorber ces petites coupures de désapprobation, me retirant davantage dans le réconfort de mon travail, où la valeur n'était pas bruyante, mais durable. Je me disais que déterrer l'histoire d'une seule famille de vignerons du Médoc avait plus de poids que de conclure une affaire sur un autre complexe d'appartements sans âme. Je le croyais. Mais je n'avais aucune idée qu'une seule histoire murmurée du passé était sur le point de changer irrévocablement mon avenir. L'appel téléphonique qui fit basculer mon monde survint un mardi après-midi, alors qu'un orage d'été commençait à laver la ville de nuances de gris. C'était ma mère, Hélène, sa voix possédant une qualité rare, haletante, que je n'avais pas entendue depuis que Chloé avait été élue reine du bal de promo. « Amélie, ma chérie, tu ne le croiras jamais. Chloé est fiancée. » Je pouvais entendre le sourire dans sa voix, le son d'une victoire sociale. Je m'appuyais contre une étagère de registres de l'époque du commerce triangulaire. « C'est merveilleux, maman. » Qui est l'heureux élu? Louis de Beaufort. Les de Beaufort, ma chérie. Le nom atterrit avec le poids de l'histoire. Les de Beaufort étaient à Bordeaux ce que les Rothschild étaient à la finance. Leur héritage était tissé dans le tissu même de la ville, dans la ferronnerie des portails qui portaient leur blason, dans les façades méticuleusement préservées des grands hôtels particuliers du centre historique. Leur société, domaine et château de Beaufort, ne se limitait pas aux hôtels de luxe, il s'agissait de la gestion de l'âme de la région. Leur fortune n'était pas seulement discutée en chiffres, mais en générations. Quelques instants plus tard, une demande FaceTime de Chloé illumina mon téléphone. Son visage, parfaitement cadré et éclairé, remplit l'écran. Un diamant, une élégante taille émeraude qui semblait porter sa propre lumière, reposait sur son doigt. N'est-ce pas un rêve, Amélie? Louis m'a demandé en mariage au château familial dans le Médoc. Il y avait un quatuor à cordes caché dans les jardins à la française. Elle inclina sa main. 4 carats. Peux-tu seulement imaginer? C'est magnifique, Chloé. Félicitations, dis-je, et les mots étaient sincères, malgré la piqûre familière de la comparaison. Bien sûr que ça l'est, rit-elle, d'un son étudié et aérien. Nous ne sommes ensemble que depuis 6 mois, mais quand on sait, on sait. D'ailleurs, ajouta-t-elle, son ton changeant légèrement, je ne rajeunis pas. Et contrairement à certaines personnes, je veux une vie qui ne se résume pas à un catalogue de fiches. Sa pique était aussi prévisible que la marée. Les de Beaufort ont un Pantouse au sommet de leur hôtel à Paris, Amélie. Un étage entier. Pas comme la petite dépendance que tu loues. Je suis heureuse pour toi, répétai-je, un mantra de paix face à sa campagne acharnée. Bien sûr que tu le es, dit-elle avec un sourire en coin. Bref, nous fêtons ça au chapon fin demain soir. Papa est déjà fou de joie, il parle des relations. Tu dois le voir. On dirait qu'il a enfin gagné au loto. Il avait, d'une certaine manière. L'union des Leclerc et des de Beaufort était l'acquisition ultime. Le chapon fin était le genre de restaurant où les conversations se menaient à voix basse et où le tintement des couverts était une forme de musique. Je les vis à une table d'angle, baignés dans la douce lueur d'une lanterne,
un portrait parfait d'une famille en pleine ascension. La voilà, annonça Père alors que j'approchais, sa voix un peu trop forte pour l'endroit. Il ne se leva pas, la grande intellectuelle nous honore de sa présence. Chloé était assise à côté de lui, sa bague captant la lumière à chaque petit geste. Maman m'offrit un sourire tendu. Félicitations encore, dis-je en prenant place. Ta sœur va épouser un de Beaufort, dit Père, rayonnant en regardant Chloé avant de tourner son regard vers moi. Il préserve l'histoire même que toi, tu te contentes de lire. Pendant ce temps, tu es. Que fais-tu déjà? Tu classes de vieux papiers? Je suis l'archiviste principal aux archives de Bordeaux Métropole, papa. C'est ça, dit-il en agitant une main dédaigneuse. Eh bien, Chloé sera Madame Louis de Beaufort. Elle présidera des comités de charité, siégera à des conseils d'administration de musées, fera une vraie différence. Tu pourrais apprendre une chose ou deux d'elle, Amélie. Chloé se pencha en avant, sa voix douce comme le jasmin. La soirée de fiançailles est la semaine prochaine, dans l'hôtel particulier des de Beaufort en centre-ville. Tout le monde sera là. Le maire, le directeur du patrimoine, des artistes, des philanthropes. Ça a l'air charmant, dis-je. Oh, mais... Chloé échangea un regard rapide et significatif avec Père. Nous pensions qu'il serait peut-être préférable que tu ne viennes pas. Ce serait juste gênant. Tous ces gens importants, et nous devrions expliquer que ma sœur travaille dans des archives. Elle haussa légèrement les épaules. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous voulons juste faire la meilleure première impression possible. Père hocha la tête, son expression sérieuse. L'image est primordiale dans ces cercles, Amélie. Nous ne pouvons pas laisser les de Beaufort penser que notre famille est pittoresque. Le mot resta en suspens dans l'air lourd entre nous. Je posai délicatement mon verre d'eau sur le lin impeccable. Êtes-vous en train de me désinviter de la fête de fiançailles de ma propre sœur? Père redressa sa cravate, son rituel d'avant-verdict. Je ne te désinvite pas. Je protège les intérêts de la famille. Les de Beaufort sont une dynastie. Que dirai-je quand Henri de Beaufort me demandera ce que tu fais dans la vie? Que tu gagnes 30 000 € par an à cataloguer des choses dont personne ne se soucie? Que tu vas au travail à vélo parce que tu ne peux pas te permettre une voiture décente? C'est une honte. C'est ma vie, dis-je tranquillement. C'est un passe-temps, corrigea Théil. C'est le moment de Chloé. C'est le moment de notre famille. Je ne laisserai pas ton obscurité délibérée le ternir. Ne le prends pas personnellement, Amélie, intervint Chloé, la parfaite pacificatrice. Nous dirons simplement à tout le monde que tu es en déplacement pour un congrès d'archivistes. Ça sonne suffisamment studieux. Ma mère ne dit rien. Elle étudiait le motif complexe de son assiette à pain comme si elle détenait les réponses à l'univers. Dans les moments de conflit, elle devenait une maîtresse de l'évaporation silencieuse. Donc je suis banni, dis-je, ayant besoin de la clarté du mot. Je suis officiellement banni de la rencontre avec la belle famille de ma sœur. Père laissa échapper un rire bref et sec. Banni? Ne sois pas si mélodramatique. Disons que nous soignons le récit familial. Et dans ce chapitre, tu n'es tout simplement pas un personnage central. Ils me regardaient tous, s'attendant à une scène, peut-être des larmes, quelque chose qui confirmerait leur récit de moi comme étant trop sensible et mal équipé pour leur monde. Au lieu de cela, je pliai ma serviette, la plaçai à côté de mon assiette et me levai. Mes mouvements semblaient stables, délibérés. Ne vous inquiétez pas, dis-je, ma voix égale. Vous n'aurez pas à m'expliquer à qui que ce soit. Je sortis du restaurant, mes pas résonnant doucement sur le large parquet. Je ne regardai pas en arrière, pas même lorsque j'entendis ma mère appeler enfin mon nom, sa voix un fil faible et fragile dans la pièce opulente. Plus tard dans la nuit, entouré par le silence réconfortant de ma petite dépendance, j'essayais de me perdre dans la transcription du journal de bord d'un capitaine de navire du 19e siècle lorsque mon téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. C'est Julien de Beaufort. J'espère que je ne vous dérange pas, mais je crois que nous avons un intérêt commun pour la préservation de la véritable histoire de Bordeaux. Je fixai l'écran. De Beaufort. Comme le futur beau-frère de Chloé. Une recherche rapide fit apparaître son profil. Julien de Beaufort, directeur de la Fondation de Beaufort, le bras philanthropique de la famille. Yale, Histoire de l'art, frère cadet de Louis.
Sa photo montrait un homme aux yeux pensifs et au visage aimable et intelligent. Un autre message arriva. Je viens de passer la dernière heure sur le site du projet Voix de Garonne. Votre travail est extraordinaire. Mon souffle se coupa. Le projet Voix de Garonne. Comment pouvait-il être au courant? Avant que je puisse formuler une réponse, mon téléphone sonnait. Le même numéro inconnu. Mademoiselle Leclerc? La voix était chaleureuse et mesurée. Julien de Beaufort. Je m'excuse pour l'heure tardive. Comment connaissez-vous mon projet? Je siège au conseil d'administration de la Société de préservation historique d'Aquitaine. Quelqu'un a mentionné une remarquable archive d'histoire orale citoyenne gérée avec un budget dérisoire depuis les archives de la ville. Le projet Voix de Garonne a documenté les histoires de plus de 200 Bordelais en seulement 2 ans. Les anciens vignerons des Graves, les anciens ouvriers des chantiers navals de Bacalan. Mademoiselle Leclerc, vous ne faites pas qu'archiver l'histoire, vous sauvez l'âme de notre ville. Je m'effondrai sur mon canapé, sans voix. Voici pourquoi j'appelle, poursuivit-il. La Fondation de Beaufort lance une nouvelle subvention majeure, le Grand Prix du patrimoine culturel. C'est une récompense de 500 000 € pour une seule organisation dédiée à la préservation du tissu culturel authentique de la région. Tous les grands musées et universités de la région postuleront. Il marqua une pause. Et je pense qu'une archiviste municipale qui a bâti cette ressource incroyable avec rien d'autre que des bénévoles et une passion pour la vérité pourrait avoir une perspective qui manque aux géants institutionnels. Mon esprit s'emballait. 500 000 €. La date limite pour les propositions est dans 72 heures. Les finalistes présenteront leur projet lors de notre symposium annuel de la Fondation le 12 mai. C'est un événement important. 300 invités mécènes, dirigeants de la ville, presse. Le 12 mai. La date de la soirée de fiançailles de Chloé. Êtes-vous intéressé? Demanda-t-il. Je pensais au mot de Montpéronte, passe-temps, pas un personnage central. Envoyez-moi le dossier de candidature, m'entendis-je dire. Il est déjà dans votre boîte de réception, répondit-il. Et mademoiselle Leclerc? Ne laissez jamais personne vous dire que le travail d'une archiviste n'est pas important. La ligne se coupa. J'ouvris l'email, et ce faisant, mon esprit revint 2 ans en arrière, au jour où j'ai lancé le projet Voix de Garonne. Il était né d'une conversation avec une femme de 90 ans qui était entrée aux archives, serrant une poignée de photographies délavées. Mon Bordeaux est en train de disparaître, m'avait-elle dit, la voix tremblante. Les histoires partent avec lui. Alors, sur mon temps libre, avec mes propres petites économies, j'ai acheté un enregistreur numérique de qualité. J'ai commencé avec elle, passant des heures sur son balcon pendant qu'elle racontait des histoires d'une ville que je n'avais fait que lire. Bientôt, le mot s'est répandu. J'ai rassemblé une petite équipe de bénévoles, un professeur d'histoire à la retraite, un étudiant féru de technologie. Nous passions nos week-ends dans les sous-sols d'églises et les centres communautaires, sur les quais de pêche et les perrons, simplement à écouter. Nous avons construit un site web simple, une archive numérique où ces voix pourraient perdurer. Je n'en ai jamais parlé à ma famille. Pas en détail. Pourquoi l'aurais-je fait? Il l'aurait rejeté comme une autre de mes activités sentimentales et non lucratives. Père aurait calculé les heures que j'avais, gaspillées, en travail non rémunéré. Chloé aurait remis en question la sagesse de passer mon temps avec de vieilles personnes, au lieu de réseauter. Les exigences de la proposition de la Fondation de Beaufort étaient intimidantes. Projection financière, mesure d'impact communautaire, un plan d'évolution sur 5 ans. Il voulait un partenaire, pas un cas de charité. J'ai sorti nos dossiers. Tout était là. 2 ans de données méticuleuses, des lettres de soutien de responsables communautaires, des témoignages des familles dont nous avions préservé l'histoire. Nous avions donné une voix aux sans-voix. Nous avions construit un pont entre l'histoire de guide touristique lustré de la ville et son cœur réel et battant. Ce n'était pas un passe-temps. C'était l'œuvre de ma vie. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon de café fort et de détermination tranquille. Ma petite équipe de bénévoles se mobilisa, travaillant à distance depuis leur domicile, notre passion commune déclenchant une énergie frénétique et pleine d'espoir. Le professeur à la retraite affina notre récit historique. L'étudiant conçut d'élégantes visualisations de données. J'écrivis. J'écrivis sur le pouvoir d'une seule histoire, sur le besoin urgent de capturer ces souvenirs avant qu'ils ne disparaissent à jamais. J'élaborais une vision non seulement pour préserver le passé,
mais pour l'utiliser afin de construire un avenir plus connecté et empathique. J'appuyais sur « Envoyer » pour la proposition à 23h52, 8 minutes avant la date limite. Mon téléphone vibra presque instantanément. C'était Julien. Proposition reçue. Elle est convaincante, Amélie. Mon père veut vous rencontrer. Le 12 mai. 14h. Vous êtes finaliste. Votre créneau de présentation est au Symposium, dans la grande salle de bal du Grand Hôtel de Beaufort. Je fixais la date, le lieu. Le même hôtel historique où, dans une autre salle de bal, ma famille célébrerait les fiançailles de ma sœur, convaincue d'être enfin arrivée. Un dernier message de Julien apparut. Je devrais mentionner que votre famille sera invitée à la soirée ce soir-là. Ils n'ont aucune idée que vous présentez au Symposium. Est-ce que ça va poser un problème? Je tapais un seul mot en retour. Non. Le 12 mai se leva avec ce genre de lumière lumineuse et douce qui donnait à Bordeaux l'impression d'être un rêve. Je me tenais devant mon placard, regardant la seule robe bleu marine que je possédais qui me semblait appropriée, une simple robe fourreau bien coupée que j'avais achetée pour un congrès d'archivistes 3 ans plus tôt. Elle devrait faire l'affaire. Mon téléphone était un flux constant de la vie dont je ne faisais pas partie. Les stories Instagram de Chloé montraient un tourbillon de rendez-vous au salon de coiffure et de toast au champagne, chaque publication taguait devenir une de Beaufort. Ma mère m'envoya un texto avec une photo des arrangements floraux pour la fête, suivi de « Je pense à toi. J'espère que tu n'es pas trop blessé pour ce soir. Ton père veut juste ce qu'il y a de mieux. » Je ne savais pas comment répondre à cela, alors je n'ai pas répondu. À 13h, j'étais garé dans le parking public à un pâté de maison du Grand Hôtel de Beaufort, assise dans ma berline de 10 ans, révisant mes notes de présentation une dernière fois. De ma voiture, je pouvais voir la grande entrée de l'hôtel, où des voituriers en uniforme impeccable accueillaient déjà les invités arrivant dans des voitures noires rutilantes. Je suis entré dans le hall, et c'était comme entrer dans une autre époque. Des plafonds vertigineux, des lustres anciens, et l'atmosphère feutrée et révérencieuse d'un lieu qui comprenait sa propre importance. Je me suis approché de la table d'inscription pour le symposium. Amélie Leclerc, pour le projet Voix de Garonne. Le sourire de la femme était chaleureux. Bien sûr, Madame Leclerc. Nous attendions votre présentation avec impatience. Voici votre badge. Elle me tendit un cordon qui portait l'inscription conférencière. Alors que je l'attachais, un éclat de rire familier résonna sur le sol en marbre. C'était Chloé, posant pour une photo avec un groupe de femmes impeccablement habillées, Louis de Beaufort à ses côtés. Mon père se tenait à proximité, tenant une coupe de champagne, sa posture rayonnant d'une satisfaction profonde et propriétaire. Il était dans son élément. Prêt à écrire l'histoire? Je me retournai pour trouver Julien de Beaufort à côté de moi, son costume sur mesure d'un gris plus doux que le noir austère des autres hommes. Il avait les mêmes yeux aimables et intelligents que sur sa photo. Aussi prête qu'une archiviste peut l'être, souris-je. C'est précisément le bon degré de préparation, répondit-il. D'ailleurs, mon père, Henri, aimerait vous rencontrer avant que vous ne montiez sur scène. Et un avertissement, il valorise l'authenticité par-dessus tout. Soyez simplement vous-même. L'archiviste qui a bâti quelque chose de réel à partir de rien. Alors que nous commencions à marcher vers un couloir latéral, un mouvement brusque attira mon attention. Mon père m'avait vu. Son expression passa de la curiosité modérée à l'incrédulité, puis à un nuage sombre et menaçant de fureur. Il fit un pas en avant, mais Chloé, sentant une scène venir, posa une main retenant sur son bras, son murmure urgent. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais sentir leur énergie frénétique de l'autre côté du hall. Un agent de sécurité s'approcha de nous. « Madame Leclerc ? Monsieur de Beaufort vous attend dans le bureau. » Alors que je me tournais pour le suivre, j'entendis la voix de mon père, tendue d'indignation, traverser le hall. « Excusez-moi. Cette femme ne devrait pas être ici. Elle n'est pas sur la liste des invités pour la soirée. » L'agent marqua une pause et se tourna, son expression illisible. « Monsieur, Madame Leclerc est notre conférencière principale pour le symposium de la Fondation. Elle est exactement là où elle doit être. » Le silence stupéfait qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel cri. Les autres invités à leur table regardaient maintenant fixement. Conférencière. Je vis le mot se former sur les lèvres de mon père. L'horreur naissante sur son visage était un spectacle plus puissant que n'importe quel engagement mondain.
Chloé était devenue d'une pâleur mortelle sous son maquillage professionnel. Alors que l'agent m'emmenait, je sentis des centaines d'yeux dans mon dos. Deux pères, en particulier, brûlaient de la chaleur d'une confusion stupéfaite. Dès que nous fûmes dans le couloir calme aux boiseries, la main de mon père se referma sur mon bras. « Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang » siffla-t-il, le visage marbré de rage. Il nous avait suivis. Chloé était juste derrière lui, ses talons claquant un rythme agité sur le sol. « C'est ma fête de fiançailles, Amélie, dit-elle, sa voix un murmure tendu. « Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu essayer de me voler la vedette? » « Je suis ici pour travailler, dis-je, ma voix calme alors que je retirais doucement sa main de mon bras. Je suis finaliste pour la nouvelle subvention de la Fondation de Beaufort. Une subvention? Père rit, un son cassant et nerveux. Tu es une archiviste. Que pourrais-tu bien avoir à offrir à ces gens? Quelque chose de réel. Ne sois pas ridicule, lança-t-il, sa voix montant. Ce sont des gens sérieux, Amélie, pas le club de lecture de la bibliothèque. Tu dois partir. Maintenant. Avant de couvrir de honte toute cette famille. S'il te plaît, Amélie, plaida Chloé, s'approchant. Mes futurs beaux-parents sont juste là. Si tu as le moindre amour pour moi, tu partiras. Y a-t-il un problème ici? La voix était calme, mais elle portait une autorité qui réduisit instantanément mon père au silence. Henri de Beaufort se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau. C'était un homme d'environ 70 ans, avec une chevelure argentée fournie et des yeux qui semblaient avoir évalué le monde et l'avoir trouvé à la fois décevant et merveilleux. C'était le patriarche, l'homme dont le nom était synonyme de Bordeaux même. L'attitude de mon père changea instantanément. Il devint l'homme d'affaires déférent, la main tendue. Monsieur de Beaufort. Alain Leclerc. Le père de Chloé. Un plaisir. Nous étions juste en train de régler un petit malentendu familial. Les yeux d'Henri, d'un bleu perçant, passèrent de mon père à moi. Il ne prit pas la main offerte. Il n'y a pas de malentendu, Alain. Madame Leclerc est ici sur mon invitation personnelle. Son projet Voix de Garonne est finaliste pour notre Grand Prix du patrimoine culturel de 500 000 €. En fait, c'est le projet qui m'enthousiasme le plus. Le couloir semble rétrécir, l'air devenant épais et immobile. 500 000 €. Les mots résonnèrent dans le silence. Chloé émit un petit son blessé, comme un hoquet. Henri tourna toute son attention vers moi. Amélie. Nous devons commencer dans 5 minutes. Êtes-vous prête? Oui, monsieur. Je le suis. Excellent. Il se tourna alors vers mon père et Chloé, son expression maintenant froidement dédaigneuse. Je vous suggère de retourner à votre fête. Vous ne voudriez pas manquer la présentation de ma nouvelle archiviste préférée. Il attendit qu'il se soit retiré, leur retrait une déflation visible de posture et de fierté. Puis il se tourna vers moi, et son expression sévère s'adoucit. J'ai lu votre proposition de bout en bout, jeune femme. C'est le travail de préservation culturelle le plus vital, le plus important que j'ai vu dans cette ville depuis 20 ans. Merci, monsieur de Beaufort. Ne me remerciez pas encore. Cette salle de bal est remplie d'universitaires et de conservateurs de musées qui pensent que l'histoire leur appartient. Vous êtes une fonctionnaire qui a fait plus avec des bénévoles et une prière qu'ils n'ont fait avec des dotations de plusieurs millions. Ils seront sceptiques. J'ai l'habitude des publics difficiles, dis-je. J'anime le club de lecture d'été pour enfants. Pour la première fois, un sourire authentique effleura ses lèvres. Julien avait raison à votre sujet. Il a dit que vous aviez du cran. Dites-moi, votre famille. Ils ne connaissaient pas votre projet, n'est-ce pas? J'hésitai, puis choisis la vérité qu'il appréciait tant. Non, monsieur. Ils ne l'auraient pas considéré. Significatif. Il hocha lentement la tête. Quand j'ai créé cette entreprise, mon propre père m'a dit que je gaspillais la fortune familiale dans de vieilles bâtisses en ruine. Il voulait que je construise des centres commerciaux. La signification, Amélie, n'est souvent reconnue qu'avec le recul. Il jeta un coup d'œil à sa montre. C'est l'heure. Souvenez-vous, vous n'êtes pas là pour demander l'aumône. Vous leur offrez une chance d'investir dans l'âme réelle et vivante de cette ville. Allez leur montrer ce que vous avez bâti. Alors que je montais sur scène, le projecteur unique me parut comme une main chaude et stable sur mon dos.
300 visages se tournèrent vers moi. Mes yeux trouvèrent la table où ma famille avait été placée pour la soirée, qui se tenait maintenant dans une salle de bal adjacente et plus petite. À travers les portes ouvertes, je pouvais les voir. Mon père, figé, un verre à mi-chemin de ses lèvres. Ma mère, serrant son sac à main. Et Chloé, pâle comme une fleur de magnolia. Bonjour, commençai-je, ma voix claire et stable dans la salle silencieuse. Je m'appelle Amélie Leclerc, et je suis la fondatrice du projet Voix de Garonne. J'entendis un hoquet distinct en provenance de la fête. Pendant des générations, l'histoire de Bordeaux a été racontée à travers ses grands châteaux et ses hommes célèbres, continuai-je, alors que la première diapositive apparaissait sur l'écran derrière moi, une photo en noir et blanc d'une vieille femme réparant des filets de pêche sur l'estuaire, ses mains noueuses et belles. Mais il y a une autre histoire. Une histoire plus discrète, plus riche, conservée dans les souvenirs de nos pêcheurs, de nos couturières, de nos enseignants et de nos aînés. Le projet Voix de Garonne a été créé pour sauver cette histoire avant qu'elle ne s'efface dans le silence. Pendant 20 minutes, je parlais. Je ne me contentais pas de présenter des données, je racontais les histoires derrière les données. Je fis écouter un clip audio de 30 secondes d'un homme de 98 ans décrivant le jour de la fermeture des chantiers navals, sa voix épaisse d'émotion. Je montrai une photographie d'une matriarche vigneronne enseignant à son arrière-petite-fille une technique de taille transmise depuis des générations. J'expliquais comment nos archives numériques étaient utilisées dans les écoles de la ville pour enseigner une version plus complète, plus humaine de notre histoire commune. Nous avons fait cela, conclus-je, mes yeux balayant la salle, avec 2 bénévoles et un budget de moins de 5 000 € par an. Imaginez ce que nous pourrions faire avec de vraies ressources. Nous ne serions pas seulement une archive. Nous serions un musée vivant, une salle de classe, un témoignage du fait que chaque voix compte. Quand j'eus fini, un silence profond retint la salle pendant un long moment. Puis, les applaudissements commencèrent non pas polis, mais puissants et soutenus. Alors que les applaudissements s'éteignaient, un homme se leva. C'était Louis de Beaufort. Le fiancé de Chloé. Son beau visage était un masque d'interrogation poli, mais ses yeux étaient durs. J'ai une question, Madame Leclerc, dit-il, sa voix portant facilement. La salle redevint silencieuse. Votre projet est construit sur le socle de l'authenticité et de la vérité, ce que j'admire. Cependant, votre sœur, ma fiancée, m'a laissé croire que vous étiez dans une situation financière difficile, et qu'elle vous aidait, en fait, à subvenir à vos besoins. Pouvez-vous expliquer cette divergence? Une inspiration collective ondula dans l'auditoire. Je m'agrippai au podium, les jointures blanches. Du coin de l'œil, je vis Chloé se lever légèrement de sa chaise, un regard de pure panique sur son visage. Mon père avait l'air d'avoir été changé en pierre. Je pris une profonde inspiration et rencontrai le regard de Louis. Je suis employé en continu par les archives de Bordeaux Métropole depuis 8 ans. Je mène une vie simple, mais je la mène bien en deçà de mes moyens. Je n'ai jamais accepté un seul euro de ma sœur. L'expression de Louis ne changea pas, une divergence, donc. Tout comme la divergence de sa carrière réussie de personal shopper, qui, d'après mes recherches de ce matin, s'est révélé être un poste de vendeuse à temps partiel. Ou la divergence de son indépendance financière, alors qu'en réalité elle a plus de 200 000 € de dette à la consommation. Sa voix n'était pas cruelle, simplement factuelle. Il semble, Chloé, dit-il, tournant légèrement la tête pour regarder vers l'autre salle de bal, que nous ayons quelques vérités fondamentales à discuter. Les fiançailles sont rompues. Il ne cria pas. Il ne fit pas de scène. Il énonça simplement un fait, et dans la salle de bal calme et digne de la fondation de Beaufort, ce fut plus dévastateur que n'importe quelle dispute hurlante aurait pu l'être. Un sanglot, brut et brisé, s'échappa de la gorge de Chloé. Elle repoussa sa table et s'enfuit. Mon père, pour la première fois de sa vie, avait l'air complètement perdu, un homme dont le monde soigneusement construit venait d'être démantelé sous ses yeux. Henri de Beaufort monta sur scène, tenant un beau portefeuille en cuir. La salle, encore bourdonnante de la révélation choquante, se tut de nouveau. J'ai passé ma vie, dit-il, sa voix résonnant d'une puissance tranquille, à essayer de discerner la différence entre la valeur authentique et une façade convaincante. J'ai rarement vu un exemple plus clair des deux en un seul après-midi. Madame Leclerc nous a montré ce qui est réel, ce qui est durable. Il ouvrit le portefeuille. Le conseil d'administration de la Fondation de Beaufort a voté à l'unanimité. Nous sommes fiers de décerner le Grand Prix du patrimoine culturel de 500 000 € au projet Voix de Garonne.
Il se tourna vers moi. De plus, nous vous offrons un poste salarié de directrice exécutive à temps plein du projet, et un siège permanent et gratuit pour vos archives dans l'historique hôtel de Ragno. Ma main était stable lorsque je pris le stylo qu'il m'offrait. Moi, Amélie Leclerc, la honte de la famille, l'archiviste poussiéreuse, signai le contrat. Cette fois, lorsque les applaudissements vinrent, c'était comme rentrer à la maison. Alors que les flashs crépitaient, j'aperçus ma mère, seule au bord de l'autre salle de bal. Des larmes coulaient sur son visage. Était-ce pour la fille qu'elle avait gagnée ou pour celle qu'elle avait perdue, je ne saurais le dire. Et pour la première fois de ma vie, je réalisais que cela n'avait pas d'importance. Mon histoire était enfin la mienne. Dans les heures qui suivirent, mon monde se transforma. J'étais entouré de gens qui ne voulaient pas savoir qui était mon père, mais qui voulaient connaître mon travail. On me glissa des cartes de visite dans la main, de la part de conservateurs de musées, de doyens d'université et de philanthropes. Mon téléphone, autrefois source d'anxiété familiale, bourdonnait maintenant de mets de félicitations et d'offres de collaboration. À travers la foule qui s'éclaircissait, je vis ma mère s'approcher, ses pas hésitants. « Amélie » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Je ne savais pas. Pour tout ça. Les histoires, les gens. Tout le travail que tu as fait. Tu n'as jamais demandé, maman. Les mots n'étaient pas une accusation, juste un simple fait. Je sais. Son mascara soigneusement appliqué commençait à couler. J'ai laissé ton père. J'ai laissé sa définition du succès devenir la mienne. Toutes ces années, j'aurais dû te défendre. J'aurais dû être fier. Oui, dis-je doucement. Tu aurais dû. Pourras-tu jamais me pardonner? J'ai besoin de temps, maman, répondis-je honnêtement. On ne répare pas le silence de toute une vie en une seule soirée. Je trouvais Chloé non pas aux toilettes, mais dans le jardin immaculé de la cour de l'hôtel, assise sur un banc en fer forgé sous un voile de lierre. Sa robe de créateur ressemblait à un costume qu'elle ne pouvait plus habiter. « Tu es venu me dire que tu me l'avais bien dit ?» demanda-t-elle, la voix creuse. « Non. Je suis venu voir si tu allais bien. » Elle eut un rire amer. « La sœur que j'ai essayé de bannir prend de mes nouvelles. »« Parfait. Chloé, tu as besoin d'aide. »« J'ai besoin de 200 000 € et d'une machine à remonter le temps, » rétorqua-t-elle, me regardant enfin. Pour la première fois, le masque était tombé. Je ne vis pas une rivale, mais une jeune femme terrifiée. « Depuis combien de temps fais-tu ça? Ce travail important? Depuis combien de temps le caches-tu? » Je ne l'ai jamais caché, dis-je doucement. Tu ne l'as juste jamais vu. Tu regardais le monde à travers les yeux de papa. Tu l'as cru quand il a dit que je ne valais rien. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Louis, sa famille. Ma réputation. C'est fini. Non. Ce n'est pas fini. Tu peux te reconstruire. Comment, cria-t-elle. Je n'ai rien. Je ne suis rien sans le nom d'un homme ou un sac à main de créateur. Je ne sais pas comment construire des choses comme toi. Tout ce que je sais faire, c'est faire semblant. Elle était, pour la première fois de sa vie, totalement et douloureusement honnête. Je sortis de mon sac un stylo et un petit carnet de l'hôtel. J'écrivis un nom et un numéro de téléphone. C'est une conseillère en gestion financière. Elle aide les gens à créer un plan. Elle est gentille, mais elle est dure. Elle ne te laissera pas faire semblant. Je le lui tendis. Elle regarda du papier à mon visage, son expression un mélange de honte et d'une lueur de quelque chose d'autre, quelque chose qui aurait pu être de la gratitude. Je ne te donne pas d'argent, Chloé, dis-je. Mais je te donne un point de départ. Tu dois construire ta propre histoire maintenant. Une vraie. Elle prit le papier, ses doigts tremblant légèrement. Elle ne dit pas merci, mais alors que je m'éloignais, je sentis un changement subtil dans l'air entre nous, le premier desserrement timide d'un nœud qui avait été noué pendant des décennies. L'année qui suivit fut une année de construction calme et régulière. Le projet Voie de Garonne emménagea dans les belles pièces ensoleillées de l'hôtel de Ragno. Grâce à notre nouveau financement, je pus embaucher une petite équipe dévouée et acheter du matériel d'archivage de pointe. Nous avons lancé un podcast, Murmure de Garonne, qui est rapidement devenu un favori local. Nous n'étions plus un passe-temps, nous étions une institution culturelle. La trajectoire de mon père évolua dans la direction opposée.
L'histoire de la soirée de fiançailles des de Beaufort devint une fable édifiante murmurée dans les cercles d'élite de Bordeaux. Sa réputation de privilégier l'image à l'intégrité commença à lui coûter cher. Des affaires échouèrent. Les investisseurs devinrent méfiants. L'homme qui construisait des empires de verre et d'acier découvrit que ses fondations étaient faites de sable. Chloé, à ma grande surprise, appela la conseillère financière. Elle vendit sa voiture de luxe, emménagea dans un petit appartement et prit un deuxième emploi. Ma mère me dit qu'elle suivait des cours de comptabilité dans une école locale. Elle était, pour la première fois, en train de construire quelque chose par elle-même. Ma mère commença à faire du bénévolat au projet 2 fois par semaine. Au début, c'était gênant, mais nous trouvâmes un nouveau langage dans le travail partagé et silencieux de catalogage de vieilles photographies. Nous ne parlions pas beaucoup du passé. Au lieu de cela, elle me posait des questions sur la femme sur la photo ou l'histoire derrière une lettre particulière. Elle était, à sa manière, en train d'apprendre à écouter. Julien et moi tombâmes dans un doux rythme d'amitié qui, lentement, naturellement, s'approfondit en quelque chose de plus. Nos rendez-vous n'étaient pas dans des restaurants chics, mais à explorer des brocantes poussiéreuses ou à marcher dans les marais à marée basse. Il me voyait pour exactement qui j'étais, non pas malgré mon monde tranquille, mais à cause de lui. Un soir, environ un an après le symposium, mon père se présenta à l'hôtel de Ragno. Il avait l'air plus petit, son costume cher flottant légèrement sur sa silhouette. « Amélie » commença-t-il, la voix tendue. « Ta mère me dit que le projet se porte bien. » « C'est le cas, dis-je, ne l'invitant pas à entrer. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, une frontière que j'avais appris être nécessaire. Il regarda par-dessus mon épaule, l'archive animée à l'intérieur. « J'avais tort, dit-il, les mots semblant être arrachés de lui. À ton sujet. Sur ce qui a de la valeur. » J'attendis. « Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il en regardant le sol. J'avais juste besoin de te le dire. Je suis fier de toi. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots sans réserve. Ce n'était pas une absolution magique. La douleur de décennies ne pouvait être effacée par une seule phrase. Mais c'était un début. « Merci de me le dire, papa, dis-je. Je ne l'invitais pas à entrer. Pas encore. Le pardon, j'apprenais, ne consistait pas à ouvrir des portes qui avaient été fermées pour une bonne raison. Il s'agissait de reconnaître que la personne de l'autre côté frappait enfin, vraiment. Mon histoire ne se conclut pas par une grande réconciliation, mais par un sentiment de paix tranquille. Ma famille n'est pas guérie, mais elle change. Nous apprenons à construire de nouvelles structures, plus saines, sur les décombres des anciennes. La plus douce victoire n'a jamais été de leur prouver qu'ils avaient tort, c'était la paix profonde et inébranlable de me prouver que j'avais raison. La semaine dernière, j'étais assise dans notre nouveau studio d'enregistrement, écoutant une femme âgée à la voix de feuilles froissées me raconter l'histoire de sa première danse sur l'ancienne jetée d'Arcachon. Son histoire, un murmure simple, beau, humain, serait désormais sauvée pour toujours. J'ai regardé autour de moi l'archive que j'avais bâtie, la vie que j'avais choisie, la ville dont j'aidais à préserver l'âme. Je m'appelle Amélie Leclerc, et mon métier, c'est d'écouter. Et finalement, la voix la plus discrète que j'avais besoin d'entendre était la mienne.